Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, bienvenue à tous les extraterrestres et aux personnes qui nous regardent depuis les dimensions parallèles. J'espère que ça existe, j'espère que je suis regardé dans les dimensions parallèles. Aujourd'hui je suis extrêmement ravi puisque ce matin en première séance à 10h30 je suis allé voir Kaamelott, second volet, première partie. Allez, générique, j'en peux plus. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Alors, la France, je commencerai ça par mon introduction, la France n'est pas un pays de séries. La France a toujours eu, depuis la création de la télévision, quelques séries, mais soyons très honnêtes, la France n'a jamais, au grand jamais, rivalisé avec des séries comme Game of Thrones, Friends, How I Met Your Mother, ou True Detective, ou Breaking Bad, tu vois, jamais la France n'aurait pu et ne pourra jamais faire le poids face aux séries américaines, anglaises, ou même des séries chinoises, par exemple, avec Netflix. Mais justement, avec l'arrivée de Netflix, ça se démocratise un peu dans le sens où Netflix investit dans la France et investit de l'argent pour avoir des séries avec du budget et de la qualité, notamment, par exemple, Fiasco, qui est une très bonne série Netflix avec Pierre Ninet. Mais si je devais prendre les séries françaises qui peuvent rivaliser en termes de qualité, de moyens de production, de qualité d'acting, de qualité d'écriture, il y en a deux. Il y a Le Bureau des légendes, qui est un pur chef-d'œuvre de cinéma, totalement. Vraiment, je pèse mes mots. Et il y a Kaamelott. Kaamelott est, à ce jour, la meilleure série française de l'histoire. Parce que, à côté, t'as quand même Plus belle la vie, HPI, bon. Ou, enfin, voilà, tu vois, ou les séries de France 3, les séries de TF1, les séries de France 2, enfin, c'est pas vraiment quelque chose qui fait le poids. Et donc, Kaamelott, à la base, c'est... je vais pas réinventer la soupe, hein. Kaamelott, à la base, c'est des épisodes de 3 minutes qui étaient diffusés après le 19h45, après le journal. À partir de la saison 5 et 6, on est sur des épisodes longs. Sur des vrais épisodes de série, 40 minutes, 1 heure. Et donc, à la fin... Désolé, j'ai spoilé. À la fin de Kaamelott, de la série Kaamelott, après sa tentative de suicide, lol, le roi Arthur s'exile. Et il laisse, dans sa dépression, il laisse son royaume au méchant Lancelot. Bon, ça c'était la fin de la série. Kaamelott, premier volet, c'est donc littéralement tout le monde, tous les personnages qui sont sous la tyrannie de Lancelot du Lac, et Arthur qui, par un concours de circonstances, revient au royaume de l'ogre. Sauf que lui, il en a rien à foutre en fait. Il est toujours en dépression, donc sauver les gens, être le roi... chercher le Graal, retirer Excalibur, il en a rien à battre. Mais vraiment, il s'en fout complet. Et je trouvais à l'époque que Kaamelott premier volet, que j'ai revu hier, est un pur moment de cinéma, absolu. Vraiment, c'est un pur moment de cinéma, un pur moment de comédie, un pur moment de film médiéval. C'est vraiment le haut du panier du cinéma français. Et donc, entre-temps, j'ai fait une dépression, comme vous le savez. Et je trouve que la représentation que donne Alexandre Astier de la dépression est quand même relativement bonne. En tout cas, à mon humble avis. Hein. Chacun, il y a plusieurs formes de dépression. Et je trouvais à l'époque, dans Kaamelott premier volet, cette espèce de vieux mec qui peut retirer l'épée, qui est l'élu des dieux, qui est censé trouver le Graal, péter la gueule de Lancelot, il branle rien, il envoie chier tout le monde, il est désagréable avec tout le monde, même avec ceux qui sont gentils avec lui. Je suis en mode, bon, dis gars, tu peux être un peu sympathique s'il te plaît, hein, merci. Et puis, j'ai fait une dépression et je me dis, ah non, en fait, c'est vraiment ça la dépression. Ouais. Bon. Et du coup, on nous annonce Kaamelott volet 2, sauf que le deuxième film sera en 2 parties. Donc là, déjà, je me dis, oh putain, non, parce que, comme Harry Potter, faire une conclusion en 2 parties. Bon. Soit, pourquoi pas. Par exemple, d'une certaine façon,
Avengers Infinity War, ici présent, et Avengers Endgame peuvent former un seul et même film, divisé en 2 parties. Si on réfléchit un peu, ça peut, on peut. Et donc j'ai été voir Kaamelott. Eh bien, il y a du bon, il y a du très bon, il y a du très 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 bon, et j'ai passé un très bon moment. C'est pas un film exempt de défauts. Attention. Alexandre Astier est pour moi l'un des rares goats, l'un des rares génies que nous avons en France. Il y a en France de bons réalisateurs. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Cédric Gimnez, La French, Bac Nord, ça reste quand même des films efficaces. On a Gilles Lelouch, qui est un très bon réalisateur. Hein. Le Grand Bain, L'Amour ouf, c'est quand même des très très bons films. Des Michel Hazanavicius. Enfin, on a des bons réalisateurs en France, on a des bons scénaristes. Mais des génies, on en a on en a pratiquement pas. On a Alain Chabat qui est le GOAT absolu du cinéma français parce que tous ces films sont des masterclass absolus, hein, et je pense que personne viendra me casser les couilles là-dessus, concrètement. Peut-être les fans de Dune, mais c'est parce que c'est des gens qui aiment pas le cinéma, donc c'est pas très grave. Et on a Alexandre Astier. Alexandre Astier, c'est donc un gars qui scénarise, réalise, compose, monte, voire même cadre ses films sur certaines, sur certains trucs. Donc le gars est au four, au moulin et à la boulangerie. Le mec fait tout en fait. J'ai un peu modifié l'expression, tu as compris. Donc on se dit peut-être il faudrait qu'il délègue un peu, et en fait non, le mec arrive à tout gérer. Donc déjà le premier grande qualité de Kaamelott, ce sont évidemment ses personnages, ses acteurs et les dialogues. Les 3 en même temps, parce que les 3 c'est un cercle en fait. Tu as 2 bons acteurs qui délivrent 2 bons dialogues, donc les personnages te plaisent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout, que ce soit les anciens personnages, que ce soit les nouveaux personnages, parce que, alors, par exemple, Guillaume Canet, quand il fait son Astérix, l'Empire du Milieu, qui est globalement un des pires films de l'histoire avec Dune 2, eh bien, il annonce des acteurs et des actrices, mais également des chanteurs, des influenceurs, des youtubeurs. Et à chaque fois qu'il y a un caméo, par exemple, de youtubeurs, de machin, c'est pas bien joué. C'est pas bien, c'est nul, c'est mal dirigé. Alors que là, on a par exemple Moguiz qui est un influenceur, un humoriste qui fait de la fiction sur Instagram, qui est très drôle d'ailleurs, moi j'aime beaucoup. Et bien là, non seulement il a des dialogues qui sont très drôles, qui sont très fun, son personnage est très secondaire à l'intrigue, mais en plus, quand il parle, quand il balance sa réplique, je me dis pas « Ah, c'est un influenceur qui joue mal ». Non, je vois un acteur qui joue et qui est influenceur. Par exemple aussi, on a, je crois, quasiment tous les enfants de Alexandre Astier dans le film. On pourrait se dire « Oh là là, encore un qui pistonne ses enfants ». Alors oui, ah oui, on est d'accord, c'est complètement du piston. Il a 7 enfants, Alexandre Astier, je crois qu'il a mis ses 5 enfants, parce que les autres sont trop petits. Les 5, ils ont des vrais personnages avec une vraie intrigue, une vraie histoire, et à chaque fois qu'il y a un personnage qui parle, soit c'est drôle, soit c'est la petite pique bien sentie, et c'est putain de bien écrit. C'est vraiment putain de bien écrit, sans déconner. Le film fait 2 heures, sans le générique, 2h10, 2h15, un truc comme ça. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, au contraire de Dune partie 2, où je me suis ennuyé au bout de 47 secondes de film. C'est quand même magique. Donc, franchement, déjà, la base du film, elle est superbe. C'est honnêtement, très honnêtement, la comédie française. On dit toujours que, oui, les blockbusters américains sont en train de s'autodétruire. Je suis à moitié d'accord avec ça. Mais, moi, il y a un truc que peu de personnes parlent, mais c'est que la comédie française est morte. Mais morte de chez morte. Elle est putréfiante, elle est décédée, elle est nécrosée. C'est-à-dire qu'on a eu des gros bangers dans les années 2000, jusque OSS 117 partie 2, Rio ne répond plus. Après, il y a eu, évidemment, des bonnes petites comédies par-ci, par-là. On a eu Ami avec Jonathan Cohen, on a eu La Flamme et Le Flambeau, mais là, c'est des séries, c'est pas des films. On a eu, pas mal de petites pépites à droite à gauche, mais globalement, les comédies françaises qu'on produit, qu'on met en avant, et qu'on dit, allez, ça, je mets 5 millions dessus, allez, celle-ci, je mets 15 millions. Ce sont des énormes daubes, très souvent avec soit Christian Clavier, soit Didier Bourdon, soit les deux. Et alors, c'est souvent des comédies soit racistes,
soit homophobe, soit les deux, soit misogyne, soit les trois. Enfin, c'est un enfer. Les comédies françaises sont... La comédie française est morte. Pas au théâtre et pas en série, mais alors au cinéma, elle est morte de chez morte, complètement. Hein, ne serait-ce qu'avoir la comédie Le Million avec Christian Clavier. Christian Clavier, c'est le plus gros downfall de l'histoire du cinéma français. Le mec a fait Les Bronzés, enfin, et Les Visiteurs, et Astérix, qui est quand même des masterclass d'acting, de comique. Et là, au vu des 15-20 dernières comédies qu'il nous a foutues ces 20 dernières années, ça a fait mal au cul quand même, sans déconner. Et là, dans Kaamelott, il a un texte, il a un personnage, il a quelque chose à jouer. Il n'est pas en train de faire « je suis raciste », parce que globalement, ces personnages, c'est à peu près ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est quand même le porte-parole du Rassemblement National, si je puis me permettre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. J'ai chaud, je vais boire un petit peu d'eau fraîche. Ça fait du bien. Donc, voilà. Premièrement, donc, les acteurs et actrices sont tous super. Même si, je pense à notamment Virginie Ledoyen, qui a genre 2 ou 3 scènes, qui a 3-4 lignes de dialogue, elle est terrifiante, bien entendu, elle servira pour la suite, mais je trouve ça formidable. Je trouve ça, tous les acteurs, on a Thomas VDB, qui est un humoriste, on a Clovis Cornillac. Clovis Cornillac, à chaque fois qu'on le voit dans un film, moi je suis content. C'est vraiment l'un des gars les plus sous-employés du cinéma français. Je pèse mes mots. Il est hyper bon. Guillaume Gallienne, Alexandre Astier évidemment, Lionel Astier. Enfin, tout le monde dans le film est super. Vraiment, tout le monde dans le film est génial. Je pèse mes mots. L'histoire du film, sans trop vous spoiler, eh bien, c'est en fait... dans un premier tiers, tout le monde qui se rassemble à la nouvelle table ronde parce que Léo Dagan veut que le Graal ça se lance un peu. Donc on voit Perceval, on voit Caradoc, machin, ceci, cela, tous les personnages dans leurs habitats, dans leur écosystème se mettre en place pour arriver à la table ronde. Et la deuxième partie du film, c'est tout simplement ok, maintenant on est à la table ronde. Bon, vous les anciens, je vous connais, vous avez fait vos armes. Maintenant, les jeunes, allez, vous voulez être à la table ronde, allez faire des quêtes, devenez des héros. Et donc, on voit tous ces nouveaux personnages. On a plusieurs quêtes. On a donc Caradoc, la Dame du Lac et le tavernier qui partent on ne sait où pour on ne sait quoi. On a un groupe qui part protéger un dragon. On a un autre groupe qui part pour chercher le chevalier au lion. Enfin, on a plein de petites quêtes comme ça. Et en fait, c'est là où pour moi le plus gros défaut du film, le plus gros nœud du film, c'est ça, c'est que le film est bien. Franchement, le film est très très bien. C'est d'ailleurs, tu vois, je préfère très honnêtement. Je sais pas combien a coûté le film, mais en tout cas, je crois qu'il a coûté plus de 20 millions. Tu les sens en fait. Très honnêtement, tu les sens. Tu vois, par exemple, un film de Danny Boone, qui, à part Bienvenue chez les Ch'tis, n'a globalement rien fait de bien. Concrètement, soyons honnêtes. Eh bien, ces films coûtent en moyenne 20 à 30 millions. Regardez, par exemple, son dernier film, celui où il est animateur du Club Med, j'ai plus le nom, là, Ainsi va la vie. Ouais, bon, bref, un truc comme ça. Regardez ce film, ou Superchondriac par exemple, qui a coûté je crois 20 ou 30 millions. Regardez ce film, dites-moi où est passé l'argent. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de costume, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Il n'y a pas une thune à l'écran. Alors, dans le salaire de Danny Boone, évidemment. Dans le salaire de Caméral, évidemment. Ça m'étonne pas que tout le monde veuille jouer avec Danny Boone. Moi, je suis désolé, mais si tu me payes 10 millions, ou allez, j'ai un acteur de con, donc même si tu me payes 500 000 euros, même si c'est un film de merde, j'y vais. Hein. J'y vais fortement, parce que j'ai besoin d'argent. Donc moi, ça me va. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que dans Kaamelott, ne serait-ce que dans le premier volet ou dans le deuxième volet, la thune, tu la vois. Tu la vois à l'écran, les costumes, tout est impeccable, les décors, notamment ce décor de la table ronde qui est, je dirais pas ce que c'est dans le scénario du film, mais qui est magnifique. Tous ces châteaux en ruine. On a également pas mal d'effets spéciaux avec notamment Lancelot, son père en fantôme. Il y a un moment donné, il y a une espèce de démon d'une autre dimension. Il y a de la magie. Enfin, tout, tu vois la thune. Tu dis oui, il y a eu des millions.
Oui, sans doute que Alexandre Astier a été payé grassement. En même temps, il est producteur, acteur principal, scénariste, réalisateur, monteur, compositeur. Donc moi, s'il est payé 15 millions, je m'en fous concrètement. Ça me va, parce que je comprends. Hein. Honnêtement, je comprends l'implication. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est ça qui me manque dans la comédie française, c'est que dans Kaamelott, tu vois l'implication de tous les corps de métier. Que ce soit le petit cantinier qui va donner à manger à tout le monde, à celui qui est devant l'écran avec son super costume, à ceux qui réparent les costumes, à ceux qui font les cascades, à ceux qui chorégraphient les bagarres, tu sens qu'il y a de la thune derrière, tu sens qu'il y a de l'ambition. Et le problème, c'est que les quêtes se lancent, rencontrent des petits problèmes, le film se termine. Alors évidemment, il y aura une deuxième volée où on va avoir la résolution de chaque suite, et je pense que de chaque quête, pardon, et notamment pour celle de Caradoc, ça a un rapport avec le Graal, ou en tout cas quelque chose comme ça. Bon, le film est super, mais je trouve que dans sa forme scénaristique, dans la forme de son histoire, je trouve qu'il aurait... Ça marche pas, en fait, voilà. Alors évidemment, c'est pour jouer avec la frustration du spectateur, et ça marche. Regardez Infinity War. La fin d'Infinity War, c'est concrètement l'une des fins les plus frustrantes et les plus traumatiques de l'histoire du cinéma américain et du cinéma tout court. Où pendant une vingtaine de films, on a les héros qui, même s'il y a des morts, même s'il y a des héros et des héroïnes qui meurent, ils finissent toujours par battre le méchant. Ben là, non seulement il y a des morts, mais le méchant a gagné. Et fin du film. Là, tu te dis, oh putain, qu'est-ce que je viens de voir? Eh ben, Kaamelott, c'est pas tout à fait ça. C'est que les aventures se lancent. Alors d'ailleurs, la musique est somptueuse. On a des panoramas exceptionnels. Je sais pas si ça a été fait en studio ou s'ils ont voyagé autour du globe. Mais en tout cas, il y a des paysages. Oui, il y a des paysages. Il y a de la montagne, il y a de la forêt, il y a de la verdure, il y a de la rivière, il y a du château fort, il y a plein de trucs. Voilà. Et les aventures se lancent. Et au pic du truc, fin du film. Voilà. Et c'est surtout le deuxième point où moi j'aurais un peu de problème, c'est que en fait, ce film, c'est un peu le bordel, en fait. Très honnêtement, c'est un petit peu le bordel, en fait. C'est-à-dire que il a tellement d'intrigues, tellement de personnages, tellement d'idées, tellement de trucs, qu'au bout d'un moment, embouteillage, cafouillage. Mais, est-ce qu'il vaut mieux... Je vous interroge, je vais reprendre un peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Est-ce qu'il vaut mieux un film français avec de l'ambition, des beaux dialogues, beaucoup de personnages, et d'ailleurs une excellente comédie d'aventure au demeurant, avec vraiment beaucoup d'idées de mise en scène, parce que ça je l'ai pas dit, mais à chaque plan, une idée d'éclairage, une idée de cadrage, une idée de montage, une idée de séquence, il y a tout, il y a à chaque seconde une idée de cinéma, ou un film américain que absolument tout le monde va voir en pensant que c'est le messie du cinéma, ou alors que, globalement, pendant 3h47, il ne se passe absolument rien. Oui, je parle de Dune 2, parce que Dune 2, c'est vraiment l'anti-Kaamelott, ou Kaamelott est l'anti-Dune. Là où Dune est un film chiant à mourir, où il ne se passe rien, où les personnages sont globalement en instance de décès et sous tranquillisant, ou alors Kaamelott, un film d'aventure où à chaque seconde il se passe un truc où tout le monde se balance des fions à la gueule, tout le monde se balance des répliques excellemment bien écrites et excellemment bien dirigées et bien interprétées par les comédiens et les comédiennes. Ben moi je préfère ça. Je préfère un film qui a trop d'idées et où c'est le bordel, plutôt qu'un film qui a zéro idée et où ça marche pas. Voilà. Est-ce que je pense que j'ai tout dit. La vidéo était un petit peu longue, mais en même temps Kaamelott c'est un gros morceau. Donc voilà. Hein, allez le voir, faites vivre le cinéma français, parce que le problème, après, je me fais pas trop de problème, le premier Kaamelott c'était quelque chose comme 5 millions, d'entrée, moi ça me va. C'est qu'en fait, si vous n'allez pas soutenir ce genre de cinéma, si vous n'allez pas en salle voir ce genre d'œuvre, c'est que vous donnez raison à tous ces gens qui veulent aller voir que des comédies françaises de cons, ou des films d'action, ou des films d'action complètement cons aussi. En fait, le cinéma français est pas nul. On veut nous faire croire ça, mais non. Il y a des auteurs et des autrices
qui ont, comme Alexandre Astier, des idées à vous vendre, des choses à vous vendre, des choses à faire pour faire rayonner le cinéma français à l'international. Et c'est pas les énormes films chiants qu'on voit au Festival de Cannes sur 3 heures de 3h30 en noir et blanc, qui avec le syndrome de Dune. Non, nous on veut du Kaamelott, on veut des films comme ça, on veut des comédies d'aventure françaises. Enfin, c'est génial. Donc allez le voir. Voilà, c'était un message du gouvernement de Captain Delboy. Peace, je vous aime tous.